L'OL gagne contre Toulouse 3-0, triplé de monsieur Alexandre Lacazette. Je l'ai beaucoup critiqué la semaine dernière. Je trouvais qu'il avait été insuffisant. Il m'a fait taire et tant mieux. L'OL prend 3 points et ça fait tellement, mais tellement de bien. Lyon reste dernier, malheureusement, mais on avance quand même et on reprend des points sur nos concurrents au maintien. C'est la bonne nouvelle du week-end qu'il faudra confirmer. Ce sera difficile le week-end prochain contre Monaco. Et aujourd'hui, je suis avec Matt qui m'accompagne pour le débrief. Matt, comment vas-tu ? Bah écoute, soulagé, très soulagé. On en avait discuté en milieu de semaine, hein, mais après le match face à l'OM, j'étais écœuré. J'avais perdu beaucoup d'espoir. Et là, aujourd'hui, ça m'a beaucoup plu ce que j'ai vu. J'étais un peu plus rassuré et enthousiasmé pour la fin de cette première partie de saison. Alors, je sais pas comment toi tu l'as vécu, avant de passer au débrief pur, mais moi je t'avoue que sur chaque but, et c'est ce qui paraît fou, c'est un que le foot est un sport de malade mental, j'ai hurlé, mais alors de bonheur, tu vois, la case. J'étais comme un gosse qui célébrait, je sais pas moi, un but en Champions League. Enfin, c'est fou, quoi. Un match contre Toulouse m'a rendu totalement zinzin du début à la fin et j'étais heureux dans ma télé. C'est fou, hein. C'est fou. Mais Toi aussi, j'imagine. Bah oui, on en parlait en off. Je disais pour rigoler, je suis en pleurs. Mais ouais, c'est vrai. c'est ça, c'était en fait, j'avais du mal à croire à voir mon équipe, mon OL mener de 2 buts, puis mener de 3 buts. On a tellement, on a gagné qu'un seul match cette saison, donc en fait, et on a eu des scénarios rocambolesques. Ouais, et puis je t'avoue aussi que je commençais un peu à en avoir marre de faire des débriefs de match avec des défaites, des contre-performances. Ça commençait un peu à me peser sur le moral. Et tu vois, le fait de pouvoir enfin parler de foot et de parler de l'OL avec des points à la clé, une victoire à la clé, putain, ça fait vraiment du bien, quoi. Franchement, ça fait un bien fou au moral. Parce que tous les lundis matins, j'allais au boulot avec une gueule, tu vois, comme ça, les traits tirés, les cernes. Et là, enfin, demain matin, je vais y aller en mode salut tout le monde, mon club a gagné. Voilà. Pas de vanne, me charriez pas, on a gagné, tranquille. C'est un impact sur le moral. Quand on discutait mercredi, je t'ai dit, parce que tu m'as proposé de faire le débrief comme d'habitude, et moi je t'ai dit que j'avais pas du tout la tête. J'avais pas du tout la tête à le faire. J'étais dévasté, et je t'avoue que mon jeudi a été chaotique au boulot. Donc ça a un impact, voilà, c'est plus que du sport, faut être clair là-dessus. Oui. Le foot, c'est une passion et forcément ça a un impact sur nous. Exactement. Allez, on passe au débrief, Matt. Donc, victoire 3-0 contre Toulouse, triplé de monsieur Alexandre Lacazette. Je l'ai beaucoup taillé. Je pense que tu l'as vu dans le débrief contre Marseille. J'ai passé mon temps, ou presque, à le critiquer. Ça me paraissait mérité parce que je trouvais qu'il n'avait pas été au top dans l'attitude sur le terrain. Vraiment pas un leader à la hauteur du rôle qui lui est confié. Mais ce soir, écoute, chaque ballon dangereux, il l'a bonifié. Et ça, il faut aussi l'admettre, c'est la marque des très très bons joueurs, quoi. Quand t'as un micro-ballon et que t'en fais un truc vachement bien et que tu conclus une action et que tu libères ton équipe, bah oui, c'est aussi ça la marque des grands joueurs et il faut dire merci à Lacasse parce que sur ce match-là, il a fait beaucoup de bien. Être bien positionné, être là au bon endroit et je pense que ce triplé-là, pour nous, va être salvateur parce que ça va probablement lancer sa saison et avoir un Alex qui est de retour à un bon niveau, c'est clairement pour nous un énorme levier. Je sais pas si tu te rappelles, on avait eu une discussion en privé avec Flo il y a peut-être un mois de ça, je crois. Et on avait tous les trois réfléchi un petit peu à une compo idéale. Et moi, j'avais évoqué le 3-4-2-1 façon RC Lens. Donc c'est très proche. Hein. Là, on est en 3-4-2-1, 3-4-3, peu importe comment on l'envisage. Et moi, j'étais assez content de voir un 3-4-3 parce que je pense que l'équipe qu'on a actuellement, l'effectif que l'on a, il peut être valorisé le plus possible, soit en 4-2-3-1, soit en 3-4-3, l'un ou l'autre. Mais le 4-2-3-1, pour moi, hein, il a un défaut, un grand défaut, c'est qu'il donne trop de poids et trop de charge à Cherki en numéro 10, qui doit à la fois mener, créer, être décisif. Et je pense qu'il n'est pas prêt à assumer ce rôle-là. Là, tu vois, en 3-4-2-1, j'ai trouvé que, dans l'ensemble,
tu aligné les joueurs, alors sauf les pistons, je te rejoins, mais tu alignes les joueurs au bon poste, au bon endroit. Et comme dirait Nico Puitbois, on a mis un peu les as à leur place. Et je le rejoins, c'est une bonne formule. Je suis d'accord avec toi, ça met beaucoup de joueurs dans les meilleures dispositions. À part les pistons, et pour moi, c'est quand même un hic parce que c'est un système qui doit, pour réussir, avoir des pistons de qualité. C'est très important dans ce système-là pour être bien animé, d'avoir des pistons, comme tu le dis, percutants, techniques, qui mangent la ligne et alignent les centres. Mais à part ça, je suis globalement d'accord avec toi, ça met dans de bonnes dispositions, on va dire, le reste de l'effectif. Et ça décharge Cherki peut-être de certaines tâches défensives. Et d'ailleurs, tu vois, si on reprend un peu l'histoire du match, au final, on a eu un Noël plutôt compact, discipliné, bien groupé. Et ça, c'est aussi le mérite de Pierre Sage, qui a su en une semaine constituer, tu vois, un 11 de départ homogène, cohérent, où les uns et les autres sont tous, bien en place par rapport aux autres. Et à la fin du match, il me semble, il faudrait vérifier, je crois qu'on est à 35% ou 40% de possession de balle, ce qui est très très peu. On a eu un tiers du temps le ballon. T'imagines, c'est infime. Quand t'es Lyon à domicile contre Toulouse, ça paraît dingue de le dire, mais tu as eu très peu le ballon au final. Mais en même temps, si on prend la compo de départ, moi je trouve ça ultra cohérent. Autant tu vois, au Vélodrome, j'avais déploré le fait qu'on y soit allé un peu naïvement, presque la fleur au fusil, en se disant on est en 4-2-3-1, on aligne 4 offensifs, on veut le ballon et on veut montrer qu'on peut jouer au ballon. Bim, tu t'es pris une fessée mémorable. Là, je trouve qu'on a été bloc plus bas, beaucoup plus bas qu'à Marseille, avec moins d'ambition de pressing, mais par contre beaucoup plus de compacité, plus compact et plus groupé. Et au final, c'est gagnant, parce que tu as eu plus de verticalité, de transition, et j'ai bien aimé ce côté-là. Ouais, pour moi, en fait, c'est un match référence, pas d'un point de vue purement technique, collectif, parce que je pense que globalement, le match est équilibré. Si tu regardes même statistiquement, tu te rends compte que globalement, c'est un match qui est équilibré dans le jeu, mais c'est un match référence en termes d'état d'esprit. C'est-à-dire que j'ai vu aujourd'hui une équipe disciplinée jusqu'au bout, qui ne lâchait aucun ballon, et c'est la différence, par exemple, avec le match de mercredi où, comme tu l'as dit, ils étaient un peu en dilettante, probablement peut-être une surconfiance liée au match face à Lens, en se disant qu'ils allaient totalement bousculer l'OM, qui n'était pas très bien. Je sais pas, mais clairement, dans l'état d'esprit aujourd'hui, j'ai vu une équipe mort de faim, une équipe qui allait tout donner pour se maintenir, qui était vraiment en mode maintien. J'ai le sentiment qu'à Marseille, le constat qui a été fait après le match, c'est que on a voulu être un peu trop, je dirais, prétentieux, entre guillemets, tu vois, avec le ballon, à vouloir jouer un peu trop haut, et on s'est exposé à la profondeur sur Vitinha, Aubameyang. Et je pense que le staff s'est dit, on a joué trop haut, on n'est pas assez compact, pas assez équilibré, donc on va se mettre un peu plus bas, quitte à jouer un foot de transition, mais clairement assumé. Et pour moi, c'est un pari gagnant, parce qu'il y a un paquet de fois où en transition rapide, j'ai vu Nuama créer de grosses différences balle au pied. Alors, il est très brouillon, on en parlera après, mais il crée de vraies différences. Et j'ai trouvé que dans un foot de transition, avec un bloc plutôt médian, voire parfois bas, mais c'était assumé, le tout était assez positif. Et je pense même, si je vais au bout de ma logique, que le bloc plutôt bas, en 3-5-2, clairement, ça avantage des joueurs comme Lovren ou Tchaleta Tsar qui sont relativement lents et lourds et qui ne sont pas des adeptes du jeu en bloc haut, très dangereux pour eux. On l'a vu pendant le match d'ailleurs. Moi, j'ai trouvé qu'à chaque fois qu'on était plus haut sur le terrain, on avait beaucoup de mal parce que le système en 3-4-3 exige aussi une parfaite coordination entre les centraux et la gestion de la ligne, de la distance entre la ligne défensive et la ligne du milieu de terrain. Et j'ai trouvé que dès qu'on jouait un peu haut, les Toulousains arrivaient à s'engouffrer assez rapidement dans les espaces laissés par les milieux et avec une ligne défensive qui était un peu trop basse. Et quand tu as les attaquants adverses qui arrivent lancés face à Lovren, Tchar, c'est compliqué, quoi. Sur le plan individuel, Matt, est-ce que tu retiens de ce match-là des joueurs qui t'ont vraiment plu et d'autres un peu moins? Écoute, en 1, évidemment, Alex, qui a mis son triplé. C'est ce qu'on demande à un attaquant. Il était là au bon endroit.
Je pense pour lui que ça peut être un déclic. Et ce déclic-là peut jouer un rôle important dans le futur de notre saison. Donc pour moi, clairement un top. Deuxième, c'est Corentin Tolisso, que j'ai trouvé excellent techniquement. Vraiment excellent. Sur les dernières semaines, il était déjà bon. Mais là, il a encore monté d'un niveau. Beaucoup de passes qui cassaient les lignes, des intervalles assez restreints trouvés. Moi, je l'ai trouvé excellent techniquement. Je sais pas ce que tu en penses au niveau des tops, mais... Ouais, je te rejoins. Je pense qu'on a les mêmes tops. Moi, il y en a un qui m'a... Comment dire? Alors, évidemment, toi, si je fais la facilité, oui, la case, il met triplé, donc forcément, c'est l'homme du match. Et il a converti des micro-occasions en but. Donc oui, 3 fois le geste juste, triplé, évidemment, c'est l'homme du match. Mais moi, il y a quand même deux joueurs que j'ai vraiment aimé particulièrement. Et je tiens à le dire pour 2 raisons différentes. J'ai beaucoup aimé, même 3, je dirais. J'ai beaucoup aimé Tolisso, parce que je trouve que Tolisso, quoi qu'on en dise et quoi que certains veuillent bien en dire, c'est ton meilleur milieu de terrain, et pour moi, assez largement en fait. Balle au pied, il te fait des choses que personne ne peut faire dans l'effectif que l'on a, ni Cacré, ni Akoku, ni Alvero, ni d'autres. Hein. Il a un jeu court, un jeu long bien meilleur, il a un jeu en une touche bien meilleur. Bref, pour moi, il est dans l'effectif à l'instant T, il est indispensable. Et ça, même si certains lui ont collé l'étiquette de joueur cuit, cramé, parce que ça, c'est aussi un tort dans la commu OL, beaucoup collent les étiquettes et ont du mal à la retirer. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours gonflé. Et quand il est bon, il faut le dire. Et je trouve qu'il a été vraiment très bon, je te rejoins là-dessus à 1000%. Et j'ai aimé aussi, alors pour un motif différent, le petit Nuama, et j'ai été très surpris, je te le cache pas, Matt, des critiques que j'ai vues sur lui sur les différents réseaux, Twitter et autres, où beaucoup de gens ont dit Nuama très brouillon, ce qui est vrai, il a un déchet, effectivement, oui. On ne peut pas se leurrer, il a du déchet, mais en même temps, moi je vois un gamin qui a quoi? Il a 19 ans, Nuama, dans mon souvenir, un gamin qui, dans la tempête, dans un club qui est en grave crise à tous les niveaux, je vois un gamin qui ne baisse jamais les bras, qui ne baisse jamais les yeux, il tente, il retente, il essaie, il réessaie, encore, tout le temps. C'est un gamin qui ne se cache jamais. Et pour moi, ça, tu vois, un gamin de 19 ans qui ne se cache jamais et qui fait chaque geste à 1000%, c'est la marque des très bons ou des futurs très bons joueurs. C'est ce qui fait la différence entre un joueur qui est mièvre, qui a peu de caractère, peu de tempérament, et un gamin qui a un truc en plus. Et moi, je trouve qu'il a un truc en plus. Il a ce côté différent que d'autres n'ont pas. Et s'il parvient à gommer toutes les erreurs techniques, prise de balle, conduite de balle, choix pour lever les yeux, voir qui est démarqué, qui ne l'est pas, ça peut devenir vraiment un très très bon élément, au moins à l'échelle de la Ligue 1, et plus si affinité. Et puis, 3e joueur que j'ai vraiment aimé, c'est comme toi, Douillet, Tchalet Sarr. Je trouve que il a été vraiment bon, très serein. Relance pied droit, pied gauche, beaucoup de relances pied gauche précises. Quasiment j'ai même pris à défaut. Je trouvais qu'il était vraiment très serein, très bon. Et je suis là encore très surpris du traitement qui lui a été infligé sous Grosso. Parce que tu vois, on l'a mis au placard en tribune durant quasiment 2 mois. Il me semble que Douillet n'a pas joué durant 2 mois, ce qui est incompréhensible quand tu vois ce qu'il fait sur le terrain. Pour quel motif a-t-on mis ce joueur en tribune? Pour moi, il avait sa place. Je l'ai trouvé excellent. Techniquement dans la relance, et en plus il revient, c'est son premier match en tant que titulaire depuis un bon bout de temps. Donc moi j'aimerais bien le voir dans la défense à 4 associé à O'Brien. Je pense que ça pourrait être une charnière très complémentaire. Je te rejoins également. Maintenant, si on passe aux joueurs qui t'ont un petit peu déçu, Matt, est-ce qu'il y en a un ou plusieurs, hein, peu importe, qui t'ont un peu chagriné, on va dire? Alors, je pourrais pas dire, tu vois, j'ai pas de gros flop sur le match. Moi, je dirais, je le dirai après. Attends, alors, moi, j'ai Clinton Mata, c'est vrai, il échappe quand même beaucoup aux critiques. C'est un joueur qui se donne aussi énormément, mais je trouve vraiment que sur le poste de latéral, quand il n'est pas dans une défense à 3, par exemple, dans la défense centrale, dès qu'il doit jouer latéral, je trouve que techniquement, c'est quand même compliqué, quoi. J'ai pas vraiment aimé le match de Dejan Lovren, même si dans l'attitude, il était là. Je l'ai trouvé sur certaines situations. Moi, j'ai une situation en tête où le Toulousain arrive lancé dans la surface de réparation et il a les mains derrière le dos et recule.
même si effectivement je te rejoins, il donne l'impression d'être un petit peu sur un rythme en dessous de ce que demanderait la Ligue 1. Malgré tout, je trouve que, tu vois, à l'expérience, au placement, il a renvoyé un paquet de ballons aériens, surtout en fin de match. Tu vois, la dernière demi-heure, je crois qu'il y a eu 4-5 centres un petit peu dangereux, toujours présent, bien placé, le bon coup de tête. Et je trouve qu'il a été aidé par le dispo à 3 avec à ses côtés 2 joueurs qui sont plus rapides que lui, surtout O'Brien, et qui ont couvert ses lacunes. Moi, je trouve que c'est un match à l'expérience d'un joueur de 34 ans qui se gère, qui se connaît physiquement et qui sait qu'en fait, il n'est pas à l'instant T capable de faire des efforts trop intenses. Donc, il se gère, tu vois, il gère la mécanique et en fait, il essaie de faire le match du mieux possible. Et je trouve qu'il est assez intelligent dans l'ensemble. Moi, si j'avais un flop, je te dirais... alors, je sais que Flo va bondir parce que Flo, c'est le... Pour ceux qui ne le savent pas, Flo, c'est le fan club d'Anthony Lopez. C'est un peu son agent, son président, ce que vous voulez. Anto Lopez, c'est sacré. Alors désolé pour Flo. Flo, tu sais très bien ce que je pense d'Anthony Lopez. Ce soir, pour moi, il est fautif. Et s'il n'y a pas un arrêt sur penalty miraculeux qui sauve un petit peu son erreur, eh ben, il peut nous mettre dans la sauce gratuitement. À 2-0, il n'y avait rien, aucun facteur négatif pour nous, aucun drapeau rouge. Et Anto Lopez, ben encore une fois, pris par les émotions, pris par son style de jeu, que je trouve, moi, un peu trop rude, trop dans l'agressivité, trop impulsif, et ben malheureusement, tu es encore soumis à une erreur et un péno qui aurait pu totalement changer le match. Et à mon avis, je pense qu'à 2-1, si le péno est transformé, l'histoire peut ne pas être la même. Bah, en fait, moi, sur le coup, j'étais comme toi, hein, très énervé quand j'ai vu la situation. Je dis, il sort vraiment n'importe comment. Et d'ailleurs, avant le penalty donné, il y a aussi une situation où il gère très mal l'appel du Toulousain, où il sort puis il re-rentre dans ses buts. Ça donne une action où Douillet sauve quand même le ballon sur la ligne, il me semble, ou quasiment sur la ligne. Il fait une première mi-temps moyenne à l'image de ses derniers matchs. Maintenant, j'ai la sensation que son penalty l'a revigoré. Dans l'ensemble, depuis tout le temps, en fait, depuis 11 ans qu'il est au club, en tant que chez les pros, je veux dire, dans le groupe pro, c'est un gardien qui est trop soumis à l'affect et à ses émotions. Le nombre de fois, et c'est en ça que maintenant j'ai un peu un effet saturation avec lui, le nombre de fois où il a fait une erreur d'appréciation, sorti un peu trop kamikaze, parce que, tu vois, il y a le côté impulsif en lui, trop dans l'émotion, trop dans l'affect. Ça me dérange beaucoup, et je pense que sur ce poste-là, dans ce contexte-là, il te faut un gardien qui est serein et rassurant. Donc pour moi, c'est super important. Et d'ailleurs, dans le match, il y a une image qui est très, très saisissante et qui montre à quel point il est sous le coup des émotions. C'est que quand il sauve le penalty, quand il l'arrête, il se tourne directement face au Badgone, il leur fait un cri de joie, ouais, super, je l'ai arrêté. Et au même moment, l'action continue, hein, ça joue encore. Donc si le Toulousain frappe et marque, il n'y a rien à dire. Le but est vide. La situation est ubuesque. Si le Toulousain marque, franchement, je pense que je pleure de tristesse, mais également de rire, parce que la situation serait tellement comique. On a évoqué Cherki rapidement, Matt. Juste un tout petit mot sur ce qu'il a pu faire. J'ai vu aussi des commentaires qui m'ont un peu interpellé. J'ai vu des gens dire... Alors, il y avait un peu de tout. J'ai vu sur Twitter des gens qui ont dit Cherki abominable, nul à chier. Et j'ai vu d'autres gens qui ont dit Cherki, match intéressant, vraiment très bon joueur, c'est le seul qui a une patte technique qui fait la différence. Moi, je pense que la vérité est à mi-chemin. Tu vois, autant je l'ai critiqué, mais c'était justifié contre Marseille parce que prestation honteuse, attitude lamentable sur le plan défensif. Là, je trouve que dans le 3-4-2-1, avec moins de poids sur les épaules, il a été plus dans une vision collective du jeu, moins sur des éclats individuels. Alors, c'est pas encore parfait, il y a plein de déchets, plein de choix que je trouve un petit peu étranges, mais pour moi, c'est mieux que ce qu'il a fait au Vélodrome. C'est plus cohérent dans une logique collective. Et je dois dire que son match, pour moi, il est correct. Écoute, moi, je te rejoins globalement sur le constat. Moi, il y a un moment où j'ai quand même, par contre, pété un câble, c'est quand il fait une remise, tu sais, talonnade, première touche, qui finit dans les pieds toulousains et qui donne l'opportunité à un Toulousain d'aller frapper. J'ai dit, c'est un test totalement inutile dans ce compartiment-là du terrain. Mais à part ça, je l'ai trouvé plutôt discipliné.
rigoureux dans son placement. Voilà, il faisait les efforts aussi dans le pressing. Et techniquement, bah, évidemment, il a beaucoup de qualités. Donc, il nous permet, par exemple, de jouer en une touche, de trouver des intervalles de passe intéressants. Voilà, je trouve c'était pas mal aujourd'hui. Je dirais pas, tu vois, très bon match, mais un match correct, impliqué et dans l'attitude beaucoup plus, on va dire, sérieux que ce qu'il a pu montrer, par exemple, en milieu de semaine face à l'OM. Pour finir, Matt, c'était un peu le troisième point qu'on voulait voir tous les deux. La fameuse union sacrée, la Concorde. Dans une vidéo, je crois, d'il y a maintenant quasiment un mois, avec Alain Olio, avec Alain, j'avais dit, Alain, je veux qu'il y ait non pas une union, mais une concorde. Et il se trouve que, quelques temps après, le président Wallace, alors je ne sais pas s'il nous écoute ou pas, si c'est le cas, j'en serais ultra flatté, mais il avait tweeté en disant il est temps de faire la concorde. Et ce soir, patatras, que se passe-t-il? On voit le président Wallace au stade avec John Textor. Ça, pour le coup, je tiens à le dire, c'est une très belle image renvoyée de l'OL, parce qu'à l'instant où on se parle, dans un contexte difficile où le club est sous la menace d'une relégation quasiment, alors pas effective, mais vraiment très présente, ça fait du bien de voir les gens et le président qui a fait ce club de façon moderne être présent au chevet du malade olympique lyonnais. Ça fait du bien. Et moi, cette image-là, tous les deux, tu vois, qui se serrent la main à la fin du match et au coup d'envoi, ça m'a fait comprendre que en bonne personne intelligente, en gens intelligents, ils se sont rendus compte que l'intérêt de l'OL était plus fort que leur intérêt personnel. Et ça, c'est vachement bien. Qu'ils continuent, c'est pour moi la bonne image que doit renvoyer le club. Bah écoute, j'ai eu la même sensation quand j'ai vu l'image. J'étais heureux de voir, on va dire, le président actuel et l'ex-président historique du club côte à côte, malgré probablement des querelles qui existent encore entre les deux, mais qu'ils ont mis de côté dans l'intérêt du club. Donc, je suis très content parce que c'est probablement deux personnes orgueilleuses pour qui l'ego compte beaucoup. Donc, très content de les voir mettre leur ego de côté dans l'intérêt du club. Et j'ai toujours dit que l'instabilité sportive qu'on voyait au sein du club, elle était effectivement le reflet de l'instabilité en termes de qualité technique dans l'effectif, l'instabilité des joueurs, mais également de l'instabilité institutionnelle. Et d'ailleurs, j'ai le sentiment que la fameuse concorde dont tout à l'heure je te parlais, non seulement entre dirigeants, elle semble s'installer petit à petit. On a vu les tweets du président Wallace, on a vu les tweets de John Textor, on a vu l'avant-match et l'après-match. C'est plein d'images positives et j'ai le sentiment que la concorde s'installe aussi entre les joueurs et leur coach Pierre Sage. Comme si, tu vois, il y avait un début d'histoire que tout le monde veut écrire ensemble. Et ça, c'est peut-être, à l'heure où on se parle, la meilleure des nouvelles, en tout cas à l'instant T. Parce qu'on a trop déploré une instabilité chronique, on a trop déploré des batailles intestines, des querelles d'ego. Enfin, on a un club qui semble marcher dans le même sens, dans la même direction. Et ça, je pense que c'est le point le plus positif qui ne peut nous arriver aujourd'hui. Enfin, un club qui d'une même voie fonctionne et va dans le même sens. Ça, c'est vachement bien. Et aujourd'hui, j'ai la sensation que justement, dans la tête, ça va beaucoup mieux. Il y a une parfaite osmose entre les joueurs et le coach. Les images sur le troisième but sont magnifiques. À voir si Pierre Sage continue, parce qu'il a quand même été énigmatique en conférence de presse après match. Mais ça fait plaisir à voir. J'étais très content. Et après le pessimisme et l'abattement de mercredi, aujourd'hui, je suis plutôt optimiste. On abordera le match de Monaco, on va dire, dans un état d'esprit retrouvé. Après, on verra bien, parce que Monaco, c'est encore une autre paire de manches. C'est très difficile. C'est sûrement à l'heure où on se parle, peut-être, avec Paris, pour moi, et Nice, mais le style de Nice, il faudra en parler, c'est toute une histoire. Mais Monaco a l'impression qu'il renvoie de puissance physique collective, d'affinité technique entre les joueurs de devant, Minamino, Golovin et Balogun. Tout ça fait une équipe quand même vraiment de bon niveau à l'échelle de la Ligue 1, et c'est un sérieux client. Pour le podium, c'est sûr, et pour le titre, peut-être.